Papier Bulle. La chronique littéraire par Pauline Vetter. L'été est ma saison préférée de Point du Jour, parce qu'il dure pendant des vies entières et que le trafic sur l'autostrade imite si bien celui de la mer. Je m'échoue en bord de piste, indifférent à ces leux qui autour de moi pondent tant qu'elles peuvent et me laissent happer par les UV, par le bon chaud, par la respiration de l'univers. Mon ventre picote, ma bouche s'assèche. Je cuis avec ravissement et chantonne pour les proches ma chanson de Limule. J'aime tout de vos manières, j'aime tout de vos apprêts. Plus tard, je grignoterai un emballage, je suçoterai un opercule, je partirai en chasse d'un gâteau collé de carton recyclé. Maintenant, je chante et claque en rythme mes mandibules. Venez au cercle, venez, je veux vous voir qui paradez. Bienvenue dans cette deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Léo Henry, écrivain de fantasy et de science-fiction, mais pas que. Aujourd'hui, on va discuter d'un projet qu'il mène depuis 2013, une série de nouvelles envoyées par email à travers une newsletter. Les lecteurs inscrits reçoivent chaque mois un texte inédit, tous de forme, de style ou de genre différents. Ce concept d'écriture atypique, qui sort du cadre du roman et même du support éditorial traditionnel, impose à Léo Henry une discipline de travail régulière et intransigeante qui s'ajoute aux autres projets de son quotidien. Nous allons voir ensemble comment il s'y retrouve dans cette multiplicité de textes, ce rythme d'écriture effréné et quels sont les moteurs qui lui donnent l'élan pour continuer à se renouveler constamment dans son œuvre. Pour commencer, Léo Henry, quelles étaient les prémices de ce projet de nouvelles par mail? Comment c'est arrivé? Alors moi, j'ai commencé ma carrière éditoriale en écrivant des nouvelles. J'en ai écrit beaucoup. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'avais à peu près 2 fois plus de recueils de nouvelles que de romans publiés. Mais disons que c'est une forme que j'adore. J'aime beaucoup lire des nouvelles. J'ai l'impression que c'est ma distance idéale en fait en termes de narration. Et il se trouve que assez rapidement, je me suis retrouvé à avoir trop de nouvelles sur les bras, c'est-à-dire que j'en écrivais plus que ce que le marché peut absorber, parce que pour le coup, c'est pas du tout les recueils de nouvelles sont pas du tout des objets qui fonctionnent économiquement. Et par ailleurs, de temps en temps, des revues prennent une nouvelle ou l'autre, mais pas dans la quantité que je produisais. Donc ça, c'est un des aspects de la question. Et l'autre, c'était vraiment que je voulais travailler sur une autre façon de connecter le lectorat et les gens qui écrivent. Et donc expérimenter un espèce de truc de panier bio directement du producteur au consommateur sans aucun intermédiaire. Et le troisième aspect, c'est l'aspect contraint pour moi, c'est-à-dire d'inscrire ce projet dans mon quotidien et dans un temps très long. C'est-à-dire que quand je l'ai lancé, c'était un peu une blague, quoi. Enfin, en 2013, quand j'ai dit on fait ça jusqu'en 2023, tous les mois, les gens ils ont fait bien sûr, Léon. Donc il y avait ce truc-là, il y avait ce truc de se lancer dans un défi idiot et après de s'y tenir, parce que c'est ça que je fais. Hein. C'est essentiellement mon moteur, me lancer des défis idiots et m'y tenir. Et pour chaque texte, comment l'idée se forme? Qu'est-ce qui donne l'élan pour écrire? Au début, c'était tout. Dès que j'avais une envie ou un désir, je savais que c'était possible. En fait, c'est une contrainte qui s'est révélée extrêmement libératrice, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec la possibilité de tout publier, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce que je faisais pouvait devenir public. Et de ce fait, j'ai commencé par explorer les idées qui me venaient au fur et à mesure, en fait. Donc, je me suis retrouvé à dire qu'est-ce qui se passe si je fais un western? Ou pourquoi est-ce que j'ai jamais eu envie d'écrire une histoire de zombies? Et pourquoi est-ce que les zombies m'intéressent pas? Est-ce que je peux faire une histoire de zombies qui m'intéresse? Etc. Donc, c'était à chaque fois des réactions sur des questionnements que je me posais sur les choses que je créais, en sachant que la réponse était toujours assez économique en termes d'énergie, puisque une nouvelle par email, c'est une nouvelle, mais c'est très court, hein, même pour le format nouvelle. C'est-à-dire que c'est à peu près... le format standard, c'est 1000 mots. Et c'est une journée de boulot, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le considère en termes de travail. Donc, du coup, c'est aussi une espèce de facilité à sortir ces choses ou aller expérimenter sans trop de coûts, en fait.
À ça, c'est ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a le fait que c'est du numérique, que ça passe par l'email. Et donc, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire qui est spécifique à ce format qu'on ne peut pas faire sur le papier. Donc, ce qui m'a permis d'explorer toutes sortes de choses en termes de maquettes, en termes d'interactivité, en termes d'exploration simplement de ce que peut être la littérature sous format numérique. J'ai fait aussi une nouvelle qui fonctionne assez bien. Je suis assez content de ce truc-là, dont le titre c'était Tu me manques. Ce qui a provoqué chez les lecteurs un truc vraiment très étrange, en fait, parce que comme on le reçoit dans un mail et qu'on a cet intitulé-là, ça crée une espèce d'attente. Travailler sur le caractère intime, en fait, de l'email, entre autres, mais le fait que c'est aussi un endroit de communication très personnel. Un deuxième aspect qui a été tout de suite très riche, c'est de me rendre compte que j'étais plus limité sur les collaborations. C'est-à-dire que très régulièrement, dans ma vie d'artiste, je rencontre d'autres artistes et puis on se dit « Ah, ce serait cool si on faisait un truc ensemble ». Sauf que pour faire un truc ensemble, ça prend des semaines, monter un dossier, convaincre des gens pour que ce truc existe, etc. Et là, il se trouvait qu'en fait, il suffisait de dire et puis on le fait. Et donc, ça m'a permis de faire des nouvelles avec d'autres autrices et auteurs, mais aussi avec des illustratrices, des musiciennes, des maquettistes. C'est-à-dire que maintenant, quand je rencontre quelqu'un et qu'on se dit « Tiens, on ferait bien un truc ensemble », et ben on le fait. Ça m'a permis aussi de bosser avec des gens que j'ai jamais rencontrés et qui sont très prestigieux, ou qui sont un peu inaccessibles, parce que ce format-là étant un format hors industrie, il n'y a pas de circulation d'argent à aucun stade. Et donc, qui fait que les gens sont assez volontaires. Donc, j'ai bossé avec un dessinateur de presse américain qui s'appelle Matt Rota, que j'adore. J'ai bossé avec Tanks, qui est une illustratrice dont je suis ultra fan aussi. Enfin, voilà, ça m'a permis de toucher des gens, y compris des gens que j'admire. Donc ça, c'était super chouette. Et le troisième truc, c'est que ça permet de travailler sur plusieurs médias à la fois. Donc ça a à voir avec la collaboration, mais c'est pas nécessairement une collaboration littéraire. Et ça permet du coup de réfléchir à d'autres agencements. Si on met ensemble des formes artistiques différentes, qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça produit si on met de la musique dans du texte ? Qu'est-ce que ça produit si on met évidemment des illustrations ? Et après, il y a encore une quatrième strate qui est venue se rajouter au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il y a des collaborations qui sont devenues régulières, ou alors il y a des thématiques qui sont devenues régulières. Et du coup, j'ai des mois anniversaires dans lesquels je fais toujours le même type de choses. C'est-à-dire que tous les mois de mai, par exemple, la nouvelle se passe dans cet univers fictif qui s'appelle Point du jour. Nous tenons la paume de la main pressée contre le dos d'un gros poisson osseux, comme sur l'échine d'un chat domestique. Et voyons ses grands yeux noirs, sans pupilles, nous regarder. Il glisse un peu, ses écailles râpent comme un pelage coupé de rue, et tout autour, le monde frissonne de rouge, de mauve, d'orangé, d'algues glauques aux troncs épais. Nous sommes nombreux sur le récif noyé, et innombrables en sont les habitants, bêtes en forme de plantes, en forme de rocs, en forme de songes, et nous ignorons la limite de nous à eux, comme l'endroit où commence l'océan, cette vie liquide, où cesse l'épiderme, le néoprène, la peau de la mer criblée de pluie. Nous marchons dans un sable gorgé d'eau, un air saturé de gouttes horizontales, incapables de trier ce qui procède de nous et ce qui se fait en notre absence, dans le sommeil, avant que nous ayons ouvert les yeux, ouvert la bouche, blocs de béton, rochers, coquilles, débris plastiques, terre pulvérisée, boue, flaques. Nous tremblons dans le froid comme des poissons dans la nasse et voyons tout partout les restes de ce qui fut nous, débordant, abondant, saturé. On trouve des nouvelles parfois à portée presque historique. Par exemple, Terre de Feu qui parle de la mine de potasse de Wittelsheim, qui retrace son effondrement, ses conséquences écologiques et qui est très détaillé. Vous avez aussi des élans qui sont plus ancrés dans la réalité, des textes plus engagés. En fait, pour moi, les nouvelles par email, c'est l'endroit où je peux tout faire, y compris des choses qui n'ont de place nulle part, mais aussi des choses qui peuvent se retrouver ailleurs. Typiquement, le grand texte que j'ai fait sur Stockamine, c'était une proposition que j'ai faite au magazine Jeff Clack de faire cette enquête, et c'était une façon de le diffuser en même temps, en fait, dans ce magazine papier, et puis à mes lectrices et mes lecteurs des nouvelles par email. C'était une façon de diffuser ce truc plus largement, sous une autre forme, parce que là, j'ai pu mettre des photos de mon copain Jérôme Spenlauer qui m'a accompagné lors de la visite de la mine.
Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans le magazine. Mais après, c'est une nouvelle aussi qui a bénéficié de tout le boulot éditorial qui a été fait pour Jeff Clack. Donc c'est un espèce d'échange. Voilà. Donc après, comment ça s'inscrit dans mon boulot, c'est juste que ça m'intéresse aussi, en fait, que le journalisme est une des voies que j'ai pas suivies. Donc j'aime bien faire du journalisme amateur, comme j'aime bien faire de la traduction amateur, comme j'aime bien explorer en fait toutes les choses qui s'écrivent. Donc, puisque j'ai cet outil qui me permet de le faire, je le fais. J'ai aussi écrit un peu des textes dramatiques, par exemple, pour les nouvelles par email, ce que j'ai jamais fait ailleurs. Voilà, c'est un endroit où on retrouve des choses que je peux pas faire dans d'autres endroits essentiellement. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'exercice de la nouvelle ? C'est pas difficile. Pour vous, c'est plus facile qu'un format long ? Ouais, c'est plus facile qu'un format long parce que tout tient dans une séance d'écriture, où tout tient dans la tête, tout tient sur le papier. Donc ça ne nécessite pas cette endurance, ni dans l'écriture, ni dans la relecture. Et après, je crois que le format de la nouvelle a rien de compliqué, en fait. Pour moi, le format de la nouvelle, c'est déjà la forme idéale pour raconter une histoire. Je pense pas qu'un roman raconte une histoire. Ce serait comme quelqu'un qui raconte une blague pendant 8 heures. C'est pas ça le but, en fait. Le format correspond pas. Si on a une histoire à raconter, en réalité, c'est une nouvelle. D'ailleurs, une nouvelle, en anglais, ça se dit story, quoi. C'est exactement ça, quoi. Et puis après, il y a toute une espèce de mythologie autour de comment la nouvelle doit être structurée. On cite des grands exemples de nouvellistes qui sont souvent américains. Et ça, je pense que c'est juste une convention. C'est-à-dire que, oui, effectivement, c'est difficile d'écrire une nouvelle à la Salinger ou c'est difficile d'écrire une nouvelle à twist à la Frederick Brown, mais en même temps, c'est juste une forme que peut adopter la nouvelle. Et en fait, la nouvelle est totalement... Enfin, c'est comme tout le reste. C'est une distance de course, en fait. C'est juste ça. Est-ce que vous n'avez pas peur de la redondance ? En fait, c'est difficile. C'est pas une question qui est spécifique aux nouvelles par email. C'est une question sur juste le fait que j'écris beaucoup, en fait. Et du fait que j'écris beaucoup, si j'ai un peu peur de tourner en rond. Surtout que, l'âge venant, je commence quand même à avoir identifié un certain nombre de choses qui me constituent, en fait. Donc, que ce soit des obsessions, que ce soit des formulations, des structures. Donc ça, je commence à cerner ce que je fais. Après, ce que j'essaye de faire, c'est d'être tout le temps en mouvement et de m'intéresser à des nouveaux trucs, en fait. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est que je n'arrive pas à ne pas trouver tout passionnant. Un des trucs pour éviter la redondance, c'est juste que je m'intéresse à d'autres objets, quoi. Donc après, en m'intéressant à ces nouveaux objets, j'amène mes obsessions et toujours mes tics avec moi, mais en même temps, je pense que je m'ennuierais aussi. C'est aussi assez drôle parce que quand on écrit, on se pose... En tout cas, moi, je me posais beaucoup la question de savoir comment pas ennuyer les gens qui lisent. Et en fait, je pense que écrire demande tellement plus de temps que lire. Tant que tu te fais pas chier toi-même à écrire, il y a peu de risques que tu fasses chier le lecteur. Et moi, je m'ennuie vachement vite aussi. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des mots ou des réflexes qui reviennent dans votre écriture et qui vous agacent ? Ouais. Qui m'agace, je sais pas. J'aimerais bien un jour en finir avec les réseaux souterrains. Non, j'avais beaucoup de trucs métalittéraires et de considérations un petit peu smartass sur se regarder en train de faire, etc. Mais ça, je pense que c'est plus d'éthique de quand on commence dans le boulot, dont j'espère que je me suis débarrassé. Il y a un truc de Borges qui m'a beaucoup accompagné aussi, et je suis même pas sûr que ce soit pas apocryphe, parce que je crois que je l'ai jamais retrouvé, en fait, où il dit on lit ce qu'on veut et on écrit ce qu'on peut. C'est juste parfois cette frustration de ne pas pouvoir écrire en dehors de ce que je suis, quoi. Mais en même temps, c'est vraiment ça mon boulot et c'est ça ma quête, c'est d'essayer d'élargir le maximum ce que je peux, en fait. Donc typiquement, par les nouvelles par email, c'est aussi beaucoup ça la dynamique, c'est de dire pourquoi est-ce que j'ai jamais fait ça et pourquoi est-ce que je pense que ça m'intéresse pas, d'essayer de le faire en littérature et d'aller le faire, en fait. D'essayer de pas me contenter de ce que je crois que je peux. En lisant les nouvelles, il y a aussi quelques thématiques que j'ai notées et dont j'avais la sensation qu'elles revenaient un petit peu. Par exemple, la route, le voyage, l'errance et les personnages explorateurs, voyageurs. Vous pensez que ce sont des thématiques qui meuvent votre plume ? Ouais, carrément.
Je pense que c'est ça, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est explorer. Et explorer dans tous les sens, explorer au dehors, explorer vers l'intérieur, vers les profondeurs. Tout ce qui est en dehors de moi me captive. Et en même temps, ce qui est à l'intérieur aussi intriguant, parce que on ne peut pas faire l'impasse sur la connaissance de soi et que c'est aussi un endroit interminable. Est-ce que vous avez pensé à faire un recueil de ces nouvelles et à les ramener sur le terrain éditorial ou pas? Alors c'est là où c'est un peu un micmac, c'est que quand je me suis lancé dans ce truc-là, je me suis dit, il faut que je fasse des textes qui soient absolument pas publiables. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis allé explorer des formes numériques, parce que du coup c'est plus du tout homothétique, ça ressemble plus à un livre. Et c'est aussi toutes ces collaborations que j'ai fait avec des gens dont je sais même pas si je serais capable de les recontacter. C'est-à-dire que tant que ça rentre pas dans le champ éditorial, la question de l'argent se pose pas, et donc du coup la question de qui a les droits et comment est-ce qu'on partage se pose pas non plus. Donc c'était un endroit de très grande liberté pour ça. Et maintenant que je vois arriver le bout du projet, je me dis ce serait tellement cool d'avoir un livre. Donc du coup j'en ai causé avec un de mes éditeurs, Mathias Echner, qui est l'éditeur à la Volte, et j'ai utilisé les fameux mots-clés. Je lui ai dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas, t'es pas capable de le faire, et de toute façon, si tu y arrives, tu vas en vendre 5, donc c'est pas la peine. Et donc il a dit, on le fait. Non, il faut qu'on en rediscute, mais j'aimerais beaucoup, ne serait-ce que parce que c'est pas possible, en fait. Donc il va falloir trouver si on arrive à se mettre d'accord et si on fait ce truc-là, il va falloir trouver des solutions à un problème éditorial insoluble. Donc ça me réjouit assez. Dans ma rue, il y a des kebabs et des coiffeurs. Des kebabs remarquables et des coiffeurs épiques, dont un qui s'occupe des tifs des fouteux du Racing et taille à l'œil le dimanche ceux des SDEF qu'il croise dans ses maraudes. Un autre est une légende, le père de tous les coiffeurs arabes. Les clients viennent de loin s'y faire tailler le coco. Tilkirch, de Molsheim, de Mulhouse même parfois. Le kebab d'à côté ne désemplit pas. On y regarde la télé, on y boit du Ayran, de l'Oasis, du Capri Sun. On y mange les tacos sauce fromagère inventés à Villeurbanne, un incontournable galon de modernité kebabière. On y retrouve les copains, on y refait le monde. Les kebabs de ma rue sont des lieux de sociabilité, surtout masculine, pour les jeunes des cités voisines. Les familles y reçoivent des sucettes, une par enfant. Dans ma rue, il y a une fleuriste, une banque, une pharmacie, une blanchisserie, une onglerie, une boulangerie, une agence immobilière, une auto-école et un magasin de prêt-à-porter. Dans ma rue, il y a un PMU fréquenté par des accros au jeu, un Chinois qui a tout ce qui vous manque et un épicier turc qui fait boucherie halal. Ses blancs de poulet pèsent un demi-kilo. Dans ma rue, il y a un tabac-presse, fréquenté depuis quelques semaines comme un magasin soviétique, avec les frontières fermées, plus de clopes allemandes. La queue sur le trottoir se fait salon ou causer. Dans ma rue, il y a une supérette Carouf devant laquelle mange un zonard abstème. C'est bien ça, je lui dis. J'ai un sens incroyable du dialogue dans la vraie vie. Ouais, il me répond, sauf quand c'est l'apéro, on se fait vite chier à boire du jus d'orange. Vous émancipez du regard de l'éditeur et de l'intervention de l'éditeur. Ça vous donne beaucoup de liberté? Alors c'est pas tant le regard de l'éditeur, parce que le regard de l'éditeur, moi j'adore ça. C'est juste que on a une conception très compliquée. On a un problème avec les mots en fait en français, c'est-à-dire que éditeur recouvre deux choses qui sont très distinctes en anglais, qui sont editing et publishing. Et en fait, je me dégage totalement de la chaîne de publication. En fait, le regard de l'éditeur, il me manque entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'adorerais avoir quelqu'un qui édite les nouvelles par email, ou d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer de façon créative sur comment faire les choses. Je trouve pas ça émancipateur de pas en avoir. Le truc, c'est que même dans l'édition traditionnelle, souvent on n'en a pas en fait. C'est que ce rôle-là, il est souvent pas joué parce que les gens sont très très occupés à faire l'autre activité qui consiste à faire des livres en papier en bois et à les vendre dans les librairies, à dégager de la survaleur. Et donc ça, par contre, ça c'est une contrainte massive. Cette chaîne-là du livre, elle veut des contenus qui correspondent à sa capacité à en faire de l'argent.
ça limite beaucoup la créativité. Et comme ça m'intéresse assez peu, enfin, cette contrainte-là m'intéresse en tant que contrainte, mais le respect de cette contrainte, j'ai aucune admiration pour la chaîne de livres. Je pense qu'il n'y a aucune vertu dans ce fonctionnement-là. Disons que je ne pense pas que la chaîne de livres telle qu'elle fonctionne est capable de produire tous les livres comme elle le prétend, en fait. Elle n'est pas capable de recouvrir toute la littérature. Donc, dans ce cas-là, aussi, allons la faire ailleurs, quoi. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse faire sur votre travail ? C'est pas exactement un compliment, mais la chose qui, moi, m'intéresse le plus et qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « je suis artiste, de quelle que soit la discipline, même pas forcément professionnel. Est-ce que je peux faire quelque chose à partir de ce que tu as fait ?» La réponse est toujours oui. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse le mieux, en fait. C'est-à-dire que si tu produis une œuvre d'art qui donne envie à quelqu'un d'autre de faire quoi que ce soit à partir de ça, c'est gagné, en fait. Il s'est passé quelque chose de suffisamment intéressant pour que la personne ait envie de rebondir dessus et de faire à son tour un autre truc. C'est juste incroyable, en fait. C'est à ça qu'on sert, quoi. Que ce soit la littérature, mais toutes les formes culturelles, en fait, c'est un sous-produit de la vie en société, et on l'a fait tous ensemble. C'est pour ça que moi, j'aime pas les auteurs, en fait. J'aime pas l'autorité qui vient avec le fait d'être auteur, parce que personne ne crée de nulle part. Il y a toute une fiction, en fait, sur le fait de singulariser des créations et des créateurs, alors que je pense que c'est vraiment un continuum, en fait. On est tout le temps en train de participer à ce truc-là. Si notre petite pierre à l'édifice donne envie à quelqu'un de construire par-dessus et de venir jouer à cet endroit-là, mais c'est juste génial. Merci beaucoup Léo Henry. Avec grand plaisir, merci. Merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi cette deuxième partie d'entretien. Sachez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Léo Henry en passant par son site ou en utilisant le lien dans la description du podcast si vous écoutez depuis Spotify ou YouTube. Si vous êtes amateur de science-fiction ou de fantasy, n'hésitez pas non plus à vous renseigner sur ses ouvrages. Je rappelle que son dernier roman, Tessel, paru chez Gallimard en 2020, est disponible en librairie ou en commande sur Internet. La semaine prochaine, ce n'est pas une écrivaine que je retrouverai, mais une éditrice, Tessa Jacot, avec qui nous parlerons des métiers de l'édition, de son expérience dans les coulisses de la fabrication d'objets littéraires et de la collaboration avec les auteurs, ainsi que ce qui motive sa vocation. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Un grand merci à tous, à bientôt.